Je crois que je vais passer, parce que la plupart du temps, les familles connaissent beaucoup mieux l'autisme que moi, donc avec beaucoup plus d'intimité. Et donc, comme vous savez, l'autisme, c'est trois grandes identités qui a une prévalence relativement importante et un effet de sexe ratio, c'est-à-dire qu'il y a plus de garçons que de filles qui sont ce qui est tout à fait important pour la recherche sur la génétique de l'autisme, bien évidemment, c'est la prise en compte de cette hétérogénéité. C'est-à-dire quand on voit un patient, c'est un patient qui est différent du patient suivant, et chaque patient a une espèce d'identité qui n'est pas juste liée à l'identité interindividuelle, mais aussi au sein de la maladie, puisqu'effectivement, il y a certains patients qui ont un retard mental, d'autres qui ont une macrocéphalie, d'autres qui ont des petits signes de dysmorphie. Et donc c'est faire de la génétique de l'autisme, c'est prendre en compte non seulement les symptômes les plus importants de l'autisme, mais aussi ces diversités. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien quand on veut faire de la recherche sur la génétique de l'autisme? Alors une des grandes voies sur lesquelles on travaille, c'est d'inclure des familles. Donc je pense que beaucoup des familles qui sont ici d'ailleurs participent à ce projet de recherche. Et donc on s'intéresse à des familles qu'on appelle simplex, c'est-à-dire qu'un seul enfant atteint dans l'ensemble de la famille. Et ce qu'on recherche principalement dans ces familles, c'est des événements qui ne sont pas présents chez papa, maman ou chez les frères et sœurs non atteints, et qui sont présents chez l'enfant atteint. Et puis on a une autre grande partie de notre travail qui est essayer de recruter des grandes familles. Donc là c'est une grande famille qui est de Lyon, où vous voyez qu'il y a, je crois, plus d'une dizaine de sujets qui sont atteints et qui mélangent non seulement l'autisme, mais aussi des synesthésies, c'est-à-dire des particularités sensorielles comme on peut en voir chez un nombre d'enfants autistes. Et donc bien évidemment là c'est pas la même stratégie, c'est qu'est-ce qui se transmet dans les familles, qui n'est pas présent chez certains membres et qui est présent chez d'autres et qui s'exprime par la maladie autistique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces familles? Donc la première grande partie bien évidemment c'est l'évaluation clinique. Et donc l'évaluation clinique c'est pas juste regarder s'ils sont autistes ou pas autistes, mais c'est aussi là encore une fois essayer d'explorer de manière relativement qualitative, c'est-à-dire voir quelles sont les anomalies présentes et absentes chez les patients, mais aussi sur leurs apparentés. C'est vraiment extrêmement important d'évaluer non seulement la maladie chez le patient, mais aussi chez les apparentés. Et donc on regarde bien évidemment ce qu'en rapport avec l'autisme, mais c'est aussi toutes les quantités, toutes les difficultés cognitives qui peuvent être présentes, mais aussi on s'intéresse beaucoup et on fait beaucoup d'efforts pour faire un examen neurologique à nos patients, pour essayer de regarder s'ils ont des traits dysmorphiques, et essayer de capturer le plus de cette diversité pour pouvoir lire un peu plus précisément les anomalies que l'on observe au laboratoire. Et donc jusqu'à maintenant, c'est un travail comme Thomas l'a souligné, qui a commencé il y a une vingtaine d'années en partenariat avec Marianne Bouillet et Christopher Gilberg. Et donc maintenant il y a à peu près 800 familles qui sont incluses et près de 2000 apparentés. Encore une fois, les apparentés, c'est les papa, maman, les frères et sœurs, et c'est vraiment une population extrêmement importante dans la recherche sur la génétique de l'autisme. Et puis les témoins, c'est-à-dire l'évaluation des populations dites contrôle, et c'est une partie vraiment importante de notre travail, et c'est probablement la partie la plus difficile, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à recruter des populations témoins, c'est-à-dire qui sont quand même intéressés par la recherche de la génétique de l'autisme. Donc explorer cette diversité, c'est pas seulement regarder la clinique, mais c'est aussi regarder d'autres traits. Donc là je vous cite juste la biochimie, comme Thomas vous l'a souligné, c'est une partie importante du travail, c'est de regarder les anomalies en lien avec la mélatonine. Et donc les familles qui participent, on leur fait cracher dans des petits tubes, on leur fait des prises de sang, pour essayer d'évaluer un petit peu tous ces paramètres qui entourent l'autisme, dont on sait très intimement les relations. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et là encore une fois, il y a beaucoup de familles qui participent, puisque là en 3 ans on a recruté plus de 200 sujets atteints de la maladie, et puis leurs apparentés, et quelques témoins qui ont été participés. Et puis nous avons une autre partie de notre travail. Désolé, l'image est un peu moche. On a commencé avec très peu d'argent, je crois, avec 20 000 € et une collaboration avec Monica Zigovicic, mais avec 20 000 €, on a déjà en quelques mois, c'est-à-dire en 10 mois, on a recruté plus d'une centaine de patients et encore une fois de leurs apparentés, les frères et sœurs, les parents, qui sont venus à Robert Debré, qui sont passés dans la machine IRM pour essayer, là encore une fois, de mettre en relation ce que l'on sait de la génétique et les anomalies neuroanatomiques que vous connaissez pour être plus ou moins dysfonctionnelles dans l'autisme. Et donc on a beaucoup de choses qui sont faites à ce moment-là. On regarde la structure propre, comment les choses se transmettent, s'il y a d'autres anomalies un peu fonctionnelles. Et donc c'est vraiment une grande partie de notre travail d'organiser cette évaluation, je dirais, assez extensive des familles. Et puis bien évidemment, travailler sur l'autisme, c'est vraiment un travail qui est, pour le coup, un travail de mise en relation des individus, et en particulier de la communauté de chercheurs, parce que c'est vraiment un travail qui nécessite des grandes cohortes de patients. Donc 800 patients, c'est finalement pas tant que ça, c'est énorme, mais c'est pas tant que ça. Et donc on essaie de mettre en place un certain nombre de collaborations. Donc que ce soit au niveau national, j'ai absolument pas cité tous nos collaborateurs.
parce que je pense qu'il y a au moins 50 groupes qui doivent au moins travailler avec nous, pas quotidiennement, mais je dirais chaque semaine on a un contact quasiment avec eux, qui nous donnent des informations, on leur redonne des informations. Donc c'est vraiment un travail de collaboration extrêmement important, et qui se fait au niveau national, européen bien évidemment, et international. Alors, peut-être ce qui intéresse le plus les familles, c'est mais à quoi ça sert de chercher les jeunes? Après, on va vous expliquer on l'a trouvé. Mais... Et donc, moi, mon travail de clinicien, c'est une fois qu'on a découvert ce que j'appelle ça la psychiatrie inverse, c'est-à-dire qu'on on a des informations génétiques extrêmement précises pour un certain nombre de familles, et en fait, on va voir ces familles-là et on essaie de regarder de nouveau quels sont les liens, outre la génétique qui sont entre les patients, mais de regarder est-ce qu'ils ont des caractéristiques cliniques particulières. Et donc ça nous permet de décrire de nouvelles entités nosographiques. Alors, on a l'impression que l'autisme c'est une espèce de grand paquet où tout le monde est différent, et finalement, quand on regarde via les gènes, on arrive à voir des points communs entre les différents patients. Et c'est extrêmement important parce que quand on va découvrir ces choses-là, donc là c'est un nouveau syndrome qu'on a découvert, enfin à mon sens un nouveau syndrome clinique, au moins une cohorte de symptômes cliniques. Et lorsqu'on voit des patients en situation clinique à l'hôpital, on peut dire ah, ce patient-là il a cette petite anomalie, je vais chercher cette anomalie génétique. Et donc c'est pour ça que avoir une idée précise des gènes, ça nous permet d'avoir une meilleure caractérisation clinique des patients et de ce fait-là de pouvoir, en pratique clinique, rechercher différemment les choses. Ça nous permet aussi de mieux comprendre la recherche. C'est-à-dire que Thomas vous a parlé des travaux du laboratoire, vous avez identifié champ 1, champ 2, champ 3, mais ce que l'on voit aussi c'est qu'il y a des profils de gravité, suivant si on a des mutations dans champ 3 ou champ 2 ou champ 1, et d'avoir une bonne connaissance de la clinique de mes patients et de nos patients inclus dans les recherches, ça permet de voir que champ 3 il faut le chercher chez un certain type de patient et champ 1 chez un autre type de patient. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne relation entre les données de la génétique et les données de la clinique. La troisième partie importante, mais je crois que vous avez une intervention à ce sujet cet après-midi, et donc c'est toute l'aide que peut mener aussi les découvertes lorsque on a vraiment une idée extrêmement forte de l'implication d'un gène, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois on fait des découvertes et on dit oui, ce gène peut-être pas impliqué dans la maladie. On peut parfois ne pas être très radical, c'est-à-dire on peut trouver des anomalies mais elles sont partiellement ou peut-être pas impliquées. Mais dans un certain nombre de situations, on peut, par exemple ici c'est une situation où seul un enfant est porteur d'une anomalie, là en l'occurrence c'était champ 3, donc c'est une anomalie sévère, et donc là on peut faire un conseil génétique et donc ça peut donner une information extrêmement importante pour l'autre garçon, en particulier pour qu'il puisse avoir des enfants et avoir une idée du risque par rapport à cette maladie. Le dernier point, donc c'est un point, je dirais un peu futuriste, parce que je ne veux pas donner un espoir faux aux familles, parce que c'est vraiment important de ne pas les décevoir en leur proposant des choses qu'on ne serait pas à même de tenir. Mais c'est que vers la fin des années 2000, enfin, oui, 2000, vers 2008-2009, il y avait des grandes découvertes où à partir de cellules de la peau, on pouvait les dédifférencier en cellules souches et puis les retransformer en neurones. Alors vous allez me dire, bon, ça veut dire, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé de faire une petite biopsie dans la tête d'un enfant pour obtenir des neurones de l'enfant, mais on peut, à partir de cellules de la peau, obtenir une image plus ou moins parfaite d'ailleurs, de ce qui peut se passer dans le cerveau sur le plan moléculaire. Et ce modèle moléculaire, c'est surtout ça qu'il faut, je pense, retenir, est un modèle extrêmement intéressant, parce que sur ce modèle moléculaire, on peut essayer de screener un certain nombre de molécules. Par exemple, on peut essayer de screener, c'est ce qui se fait dans une collaboration qu'on a avec un laboratoire qui s'appelle iStem, c'est le laboratoire de Péchanski qui travaille sur les cellules souches. On peut screener plus d'un millier de molécules pour chaque anomalie génétique. C'est-à-dire quand on a une anomalie génétique extrêmement précise pour un patient, c'est par exemple une anomalie dans un gène champ 3, on peut essayer de prélever la peau, regarder, transformer ces cellules en neurones, et puis regarder l'efficacité ou la toxicité d'un certain nombre de molécules. Donc c'est vraiment une porte ouverte sur de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors bien évidemment, il faudra de nombreuses années pour probablement trouver de nouveaux médicaments, mais il y a deux messages. D'une part, il faut être extrêmement précis sur les anomalies génétiques du sujet, on ne peut pas prélever n'importe qui, n'importe quand, et essayer tout un tas de molécules, ce n'est pas absolument pas possible. Donc c'est réservé à un certain nombre de patients pour lesquels on a des idées extrêmement précises des anomalies génétiques. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant c'est extrêmement préliminaire, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur la possibilité qu'une molécule soit efficace pour améliorer les anomalies
dans la boîte, c'est-à-dire c'est très très loin de la clinique. Mais en quelques mois, on peut avoir une idée précise d'un certain nombre de molécules qui pourraient potentiellement être efficaces pour traiter les patients. Voilà, et donc moi je remercie non seulement Thomas, mais aussi, je pense que Thomas vous a déjà remercié toutes les fondations avec lesquelles on travaille, mais moi je remercie vraiment les gens de terrain qui travaillent avec moi. Alors bien évidemment les familles que j'ai mis en route, parce que c'est vraiment, chaque semaine il y a une famille qui vient envers de vrai pour les inclusions, et je remercie toutes ces familles parce que c'est vraiment, elles sont très disponibles, on leur demande beaucoup d'efforts, parce qu'elles se lèvent souvent très tôt, c'est très fatigant avec leur enfant, parce que c'est très agité. Et parfois très agité, et on leur demande beaucoup de choses, des prises de sang, voilà. Et donc je remercie vraiment les cliniciens, donc Marion Le Boyer parce qu'elle a vraiment été à l'origine de projet clinique, et puis deux de mes psychologues préférés, ici, Frédéric Ansel et Laurence Letellier, qui font un travail incroyable. Et puis je vous ai mis les autres chercheurs avec qui, enfin les autres cliniciens chercheurs avec qui on travaille pour l'évaluation. Voilà, merci beaucoup.